Amis des oscilloscopes, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oscillostory. J'ai reçu hier une sonde différentielle pour oscilloscope que j'avais prévu de vous montrer. Et Maurice m'a dit, bah oui, tu me montres ça, mais je sais même pas ce que c'est qu'une sonde différentielle. Alors, expliquer ce que c'est une sonde différentielle, c'est quelque chose qui va prendre déjà un certain temps. Si en plus je veux vous la montrer, celle que j'ai, faire des mesures avec, je vais encore avoir une vidéo qui va être beaucoup trop longue. Donc, après réflexion, je me suis dit, bah, je vais faire deux choses. Je vais faire dans la série Oscillostory, donc cette vidéo que je vous fais en ce moment, qui va être une vidéo qui va être un petit peu théorique, qui va expliquer ce que c'est qu'une sonde différentielle, à quoi ça sert, un petit peu les différentes mesures qu'on peut faire dessus, enfin voilà, quelque chose d'un petit peu théorique. Et après, je ferai une vidéo qui la présente, hein, ici. Si vous savez tous exactement tout ce qui est une sonde différentielle, à la limite, c'est vrai que cette vidéo vous servira pas énormément. Mais si c'est pas le cas, je pense que ça pourra éventuellement vous donner des informations, parce que c'est vrai que si je présente ça et que personne ne sait ce que c'est qu'une sonde différentielle, bon, ça va un petit peu enlever de l'intérêt. Donc, bah, regardons ensemble ce que c'est qu'une sonde différentielle. Alors, les sondes différentielles, de quoi s'agit-il? Pour bien comprendre, on va déjà regarder, on va dire, deux problèmes que l'on peut rencontrer quand on fait des mesures avec un oscilloscope. On va prendre déjà un premier problème, par exemple, un exemple. Voilà un étage très connu hein, d'amplificateur à transistor. Mettons que je veuille voir en même temps, hein, sur les deux voies de l'oscilloscope, la tension à l'entrée, c'est-à-dire la tension ici à l'entrée, et le courant qui passe ici dans le collecteur, c'est-à-dire dans cette résistance ici, RC. Le meilleur moyen de voir le courant qui passe dans une résistance, bah, c'est de mesurer la tension à ces bornes, hein, vu qu'avec la loi d'Ohm, la tension est à l'image du courant. Et donc, on pourrait être tenté de brancher ça de la façon suivante. La première entrée, je la branche entre la masse et l'entrée, et la deuxième, ici au bord. Et si je fais ça, patatrac, ça marche pas du tout. Pourquoi? Parce que sur un oscilloscope multivoie, généralement, les masses sont communes. Et ben, on voit bien que si je relie la masse d'une entrée ici sur la sortie et l'autre sur la masse, ça revient à court-circuiter la masse par l'oscilloscope. Et bien sûr, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est absolument impossible ici de faire cette mesure. Deuxième exemple, là voilà par exemple un exemple de petite alimentation à découpage, et je dis voilà, je voudrais bien regarder si ça fonctionne, je voudrais bien regarder la tension qu'il y a ici aux bornes du primaire. Alors voilà, bon, hop, je veux brancher ça, et là, boum, pareil, hein, même si j'ai une sonde x100, hein, c'est pas un problème de tension, c'est encore une fois, ici, hein, si je branche comme ça, eh ben que la masse de l'oscilloscope, qui est généralement aussi reliée à la Terre, eh ben je vais relier la Terre ici. Et relier la Terre ici, ça va faire que des bêtises. Des bêtises qui peuvent aller, comme on voit ici, des grosses étincelles, des gros crashs ici, ou des bêtises un peu plus subtiles. Ça fera que des bêtises. De toute façon, c'est pas possible ici de faire ça. Encore une fois, ce qu'on appelle l'isolation galvanique, hein, j'en ai déjà parlé. Un oscilloscope ici, il est isolé du secteur, ce qui le rend aussi, de toute façon, sécure à utiliser. Et généralement, la masse est reliée à la Terre. Et on peut pas relier la Terre comme ça sur un montage secteur. Généralement, enfin au pire, ça fera péter le disjoncteur différentiel. C'est vraiment pas possible de faire ça. Donc voilà, on voit ici deux mesures pourtant intéressantes qu'on voudrait pouvoir faire, et on peut pas les faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement si on veut quand même les faire? Alors, je vous ai déjà montré des bidouilles comme ça. Hein. Dans le premier cas, des fois, c'est essayer de trouver un point de référence commun. Si l'alimentation du montage elle-même est bien flottante, ou une pile, par exemple, c'est de se dire que je prends plus la masse du montage reliée à la masse de silo, mais essayer de trouver un point un peu stratégique où je peux voir ça. On voit aussi que on peut utiliser les deux entrées avec la voie mat hein, pour faire marcher en différentiel. Je vous ai montré ça. Mais enfin bon, c'est limité en tension de mode commun. C'est pas toujours pratique, c'est pas toujours possible. Dans le cas 2, hein, pour pouvoir mesurer justement des montages reliés au secteur avec un oscilloscope, alors ce que beaucoup de gens font, que je reconnais que j'ai fait aussi, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un transformateur d'isolation. Alors, généralement, quand même, quand on fait ça, la bonne idée, c'est quand même d'isoler le montage qu'on veut mesurer. Isoler l'oscilloscope, alors ça, par contre, c'est vraiment une très mauvaise idée. Hein. D'ailleurs, il y en a, c'est la dernière idée qu'ils ont eue, parce que c'est vraiment pas très intelligent de faire ça. Hein. Donc là, il y a des dangers d'électrocution, mais même,
De toute façon, faire ça, on va dire, c'est une mauvaise solution. C'est une mauvaise solution. D'abord, ça peut être dangereux parce que ça enlève justement la protection de la Terre. Mais je dirais, il y a plus de contrôle de tension en mode commun. Alors bon, c'est un peu compliqué. C'est pas vraiment le but de la vidéo. Mais faire ça, hein, surtout avec des alimes à découpage où il peut y avoir des fuites à chef, des choses comme ça veut dire que le montage il est flottant. L'oscilloscope, lui, il est à la Terre et qu'on n'a aucun moyen de savoir quelle va être la vraie différence de potentiel entre le montage qu'on fait et la Terre. Et il y en a une. Et elle est limitée. Et si on la dépasse, l'oscilloscope, il ira aussi au paradis des oscilloscopes. Sans compter que ça peut faire des fausses mesures, surtout avec les alimes à découpage, hein, c'est pas vraiment une, enfin, honnêtement, hein, c'est pas du tout une bonne idée de faire ça. En même temps, ça peut charger des condensateurs parasites ou autres, ce qui fait qu'on le rebranchera à la Terre, ça peut faire des bêtises. Et même si c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup avec, je veux dire, des anciens matériels où c'était toujours des gros transfos, des trucs comme ça, qui étaient assez résistants. Maintenant, de toute façon, honnêtement, c'est pas une bonne idée. J'ai lu sur un site, là, il y a quelque temps, un mec qui disait que c'est une pratique du passé, et oui, je pense que c'est une pratique du passé. C'est pas une bonne idée de le faire. Je reconnais que je l'ai fait, je sais qu'il y en a qui le font, il y en a qui vont me mettre en commentaire, j'en suis sûr, mais oui, mais moi je fais ça depuis toujours, c'est génial, ça marche et tout. Après, chacun fait ce qu'il veut, puis s'il y en a qui veulent changer d'oscilloscope souvent, c'est leur problème. Mais honnêtement, moi, je conseille pas ça. La bonne solution pour faire ça, c'est d'utiliser une sonde différentielle. Alors, c'est quoi une sonde différentielle? On peut le voir comme une sorte de convertisseur d'une tension entre deux points, et qui va la transformer entre une autre tension, mais avec un autre référentiel, en fait. Hein, on le voit ici. Hein, si on considère ici une ligne qu'on va considérer comme le 0 volt. Alors bon, souvent c'est la masse, c'est pas forcément la masse, mais encore une fois, la masse je veux dire, c'est une convention. Mais on va dire voilà, on considère que c'est ça le 0 volt. Moi, je veux une tension par rapport à 0 volt. Eh ben, l'amplificateur différentiel, il fera une tension en sortie qui est égale à la différence, c'est pour ça qu'on l'appelle différentiel, entre deux tensions, hein, généralement qu'on appelle sur une entrée normale et inverse. Donc ici, je l'ai noté VP pour V positive et V négative. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la tension de sortie, elle est égale à quoi? À un coefficient d'amplificateur, j'ai appelé A, et qui multiplie la différence de tension ici. Mais c'est VP moins VN. Donc ce qui fait que voilà, c'est bien ici la différence. Alors c'est là que vont intervenir des notions qui sont très importantes qu'on appelle la tension différentielle et la tension de mode commun. La tension différentielle, c'est la tension entre les deux entrées. Et c'est dans le cas d'une sonde différentielle, c'est ça qu'on va utiliser. On va utiliser que ces deux entrées-là. La tension de mode commun, c'est la tension qu'il y a entre le 0 volt et les entrées. Mais cette tension-là, on s'en fout complètement. Justement, et c'est elle justement qu'on veut éliminer. Ce qui fait que si on revient ici dans mon premier exemple là, de mesurer un courant, bah, on voit bien que ici, si je veux mesurer le courant qui passe dans la résistance, et ben je mesure ici la tension et on se fout complètement de quelle tension il y a réellement, je veux dire, entre la masse et les entrées plus et moins. Ici, on ne voit que la tension qui est entre les deux, hein, qui est bien égale ici au courant enfin proportionnelle au courant qui passe dans la résistance, et ici la sortie qui est bien égale toujours à ce coefficient fois la différence. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que maintenant je peux mesurer des deux points n'importe où dans mon montage, alors que aucun de ces points n'est relié à la masse, ce que je ne pouvais pas faire. Et de la même façon, dans mon exemple numéro 2 là, de l'aliment à découpage, c'est pareil, je peux mesurer la tension entre deux points, alors que je ne vais pas être obligé en gros de connecter la masse ici sur mon système de mesure. C'est là tout l'intérêt d'une sonde différentielle. Alors, quels sont justement les paramètres importants qu'on va retrouver dans une sonde différentielle, hein? C'est justement l'impédance différentielle, c'est-à-dire quelle est la résistance équivalente entre les deux entrées. Bah, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Sur une sonde d'oscilloscope normale, par exemple, x10, donc à une impédance de 10 mégohms, ça veut dire que quand je la branche sur un montage pour mesurer, c'est comme si je mettais une résistance de 10 mégohms à la place. Et comme c'est une résistance très élevée, eh ben, ça va très peu perturber le montage. Ici, c'est pareil, l'impédance différentielle, souvent elle est très grande hein, dans ces sondes-là, et ça permet de peu perturber le montage. L'impédance en mode commun, c'est l'impédance, c'est la résistance équivalente qu'on verrait entre
la sortie du montage, hein, on va dire la masse quelque part, et les entrées. Normalement, c'est pareil, elle est très grande, parce que normalement, c'est censé être isolé. Voire même, comme on le verra tout à l'heure, dans le cas de sondes complètement isolées, elle est, enfin, infinie, ça n'existe pas, mais enfin, elle est super grande. Après, bah, tout a des limites, hein, malheureusement, dans la vie. C'est-à-dire que les sondes, elles acceptent en entrée une tension différentielle maximum. Après, après, il se passe des choses. Généralement, soit déjà, elle va commencer à saturer, et si on continue à augmenter la tension, bah, ça va arquer, enfin, ça va même éventuellement la détruire. Donc, toutes les sondes différentielles, souvent, on dit, voilà, oui, je crois, 1000 volts, par exemple, entre les deux entrées. Donc, ça, c'est la tension entre les deux entrées. La tension en mode commun, c'est la tension en fait qu'on peut avoir entre la masse, par exemple ici la Terre, hein, dans le cas où c'est branché à l'oscilloscope, et les entrées. Et là encore, elle est limitée. Ça peut être très différent. On pourrait dire une tension différentielle max de 1 volt, une tension en mode commun de 1000 volts, par exemple. Ça, c'est pas gênant. C'est ces deux paramètres qui, en fait, sont pas vraiment liés entre eux. Après, comme toutes les sondes, comme les sondes oscilloscope, il y a la bande passante, hein, donc ça bah, en gros, alors pareil, c'est mesuré à moins 3 dB normalement, hein, normalisé, ça veut dire que, bah, voilà, à passer une certaine fréquence, la sortie sera diminuée. Là, c'est un peu comme un filtre passe-bas. La sensibilité, c'est-à-dire quelle est la tension minimum qu'on peut mettre à l'entrée et détecter en ayant un signal exploitable à la sortie. La linéarité, c'est-à-dire en gros, bah, est-ce que si je mets une entrée différentielle de 0 à 100 volts, la sortie est bien toujours proportionnelle à ça. Le déphasage, bah, si on compare différents signaux, et surtout des fois si on va comparer une sonde normale en sortie par exemple et une sonde différentielle, s'il n'y a pas un bon rapport de phase, c'est assez gênant avec un oscilloscope, souvent on va regarder si les choses se font en même temps ou le délai ici. Ensuite, il y a le fameux gain, hein, rappelez-vous ce A ici que j'ai mis, et ce A, il peut être supérieur à 1 ou inférieur. C'est-à-dire, s'il est supérieur à 1, ça amplifie, c'est-à-dire qu'une sonde qui aurait un gain de 10, ça veut dire que si je mesure 1 volt différentiel, j'aurai 10 volts en sortie, ou, ce qui est souvent le cas, on va voir sur les sondes différentielles haute tension, une atténuation. Par exemple, souvent on parle de fois X, hein, c'est pour faire un peu le pendant avec les sondes d'oscillo. Hein, très souvent, là, une sonde différentielle, par exemple, elle peut être fois 50. Ça veut dire que, en gros, elle augmente l'impédance d'entrée, mais la sortie sera diminuée de 50 fois. C'est-à-dire que si j'ai 50 volts différentiel en entrée, je verrai 1 volt en sortie. Alors là, justement, il faut faire très attention. On va dire, il y a deux grandes sortes de sondes différentielles. On a vu qu'en théorie, la sortie, elle ne dépend que de la différence. Mais ça n'empêche pas que, est-ce qu'elle est vraiment complètement isolée ou est-ce que c'est, on va dire, une bidouille électronique. Donc là-dessus, il y a vraiment deux sortes de sondes. Il y a des sondes qui sont réellement isolées galvaniquement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contact ou résistance même élevée entre l'entrée et la sortie. L'isolation peut être optique, hein, ça peut être un photocoupleur, photorésistance, tout ce qu'on veut. On va dire que le couplage se fait par la lumière, magnétique, hein, c'est le cas d'un transfo, capacitive, un condensateur, sonore, piézo, hein, c'est mécanique, hein, enfin, n'importe quoi, mais qui fait qu'il y a cette isolation galvanique. Donc ça, c'est des sondes qui en même temps protègent bien l'oscilloscope, parce que, bah, je veux dire, il n'y a aucun contact entre les deux. Par contre, ça coûte plus cher, et c'est pas très facile à faire. Faire une sonde, par exemple, isolée optiquement jusqu'à 100 MHz analogique, il faut déjà le trouver, le photocoupleur qui va faire ça, et rester bien linéaire et tout. C'est vraiment pas pratique. Donc souvent, les sondes, elles sont pas isolées. Mais le principe, c'est que comme elles ont une très grande impédance d'entrée, et qu'elles sont quand même limitées dans leur tension max, eh ben, on va dire que c'est pas énorme. Prenons le cas d'une sonde différentielle qui a une impédance en mode commun de 5 mégohms, et jusqu'à 1000 volts par exemple, hein, de mode commun, il passera dedans jusqu'à 200 microampères. Bon, 200 microampères, voilà, hein, on voit qu'un disjoncteur différentiel, ça pète à 30 milli, 200 microampères, ça va pas les gêner. Enfin, je veux dire que c'est vraiment considéré comme pas tellement gênant. Mais voilà, il y a vraiment ces deux familles là de sondes.
Alors, qu'est-ce qu'il y a comme type de son différentiel? Bah, il y en a plein, en fait, hein. Le type dont on parle souvent, hein, parce que c'est justement une des utilisations principales des sons différentiels, on appelle ça un peu haute tension, c'est justement de pouvoir faire des mesures sur des équipements secteurs, des onduleurs, des alimentations à découpage, des convertisseurs, des postes à souder, inverteurs, des choses comme ça. Et ici, justement, le but, c'est vraiment de tenir la tension. Donc souvent, elles acceptent en entrée aussi bien différentiel que mode commun, ouais, à peu près jusqu'à 1000 volts, 1600 volts. Hein. Enfin bon, après, ça dépend des modèles. La bande passante, c'est 100 mégas, même souvent moins, mais pour ce genre de mesure, on n'a pas besoin d'une bande passante de la mort. Mais elles sont pas super sensibles. Hein. Si on veut mesurer vraiment des 10 millivolts aux bornes d'une résistance, c'est pas avec ça qu'on va le faire. Après, il y a des types justement encore pour monter encore beaucoup plus haut en tension. Ah, bon, alors là, c'est vraiment, enfin, surtout que maintenant, dans le temps, avec les télé à tubes et tout, on avait besoin. Maintenant, c'est quand même des utilisations un peu spéciales. Et en inverse, il y en a qui font au contraire des très basses tensions. On va retrouver ça, par exemple, dans le médical, par exemple, dans les trucs biologiques, dans les mesures de phénomènes. Et aussi, même, je dirais, des basses tensions. Bah, si on travaille, par exemple, pour pouvoir mesurer facilement des tensions n'importe où, sur un ampli, un truc comme ça, si le machin est alimenté en 12 volts, souvent, on n'a pas vraiment besoin que ça tienne des hautes tensions. En même temps, la bande passante peut être beaucoup plus basse. Hein. Je vous avais montré, par exemple, mon tiroir Tektronix, là, le AM502. C'est un truc qui est assez sensible, qui est un amplificateur différentiel, mais qui monte pas très haut en fréquence. Mais pour faire tout ce qui est mesure BF ou en continu, marche très bien. Il y a aussi des trucs un peu spécialisés dans HF pour ça. Bon, c'est pareil, je vais pas faire la liste à la Prévert de tout ce qui existe, hein, mais on voit qu'il y a vraiment pas mal de types. Il y en a qui sont donc, comme je l'ai dit, isolés ou pas galvaniquement, hein, donc ça, bah, enfin, pas tous, mais quasiment tous les modèles existent un peu dans les deux modes. Il y en a même aussi, par exemple, qui marchent qu'en alternatif. Enfin, il y a vraiment de tout. Ce qui est important de savoir, c'est que dans la plupart des cas, elles sont actives. C'est-à-dire qu'elles comportent à l'intérieur des composants qui ont besoin d'être des amplificateurs, des trucs comme ça. Donc elles ont besoin d'être alimentées. Et alors ça, c'est le problème, c'est comment elles sont alimentées. Alors là, il y a un petit peu de tout. Maintenant, il y en a qui sont faites justement dans des familles d'oscilloscopes. Et c'est l'oscilloscope qui fournira la tension. Il y en a là maintenant, comme tous les oscilloscopes modernes, ils ont des prises USB bah, qui vont s'alimenter sur la prise USB. Il y en a qui nécessitent une alimentation à part. Il y en a qui s'alimentent par pile. Hein. Moi, j'en ai une qui marche comme ça. Enfin, voilà, il y a vraiment un petit peu de tout. Et il existe même des oscilloscopes où directement l'oscilloscope, hein, c'est le cas du Antec là que j'ai portable, en fait, il est déjà équipé d'entrée différentielle. Donc là, pareil, hein, il y a pas mal de choix. Alors, qu'est-ce qu'on peut mesurer sur une sonde différentielle pour essayer de voir un petit peu sa qualité? Alors, pareil, on va tout voir, mais en gros, déjà, il y a le zéro. Alors, on a bien vu que ça amplifie la différence. C'est-à-dire que si je court-circuite les deux entrées, la tension de sortie par rapport à la masse, ça doit être nul. Si elle l'est pas, c'est qu'il y a un problème. Et ça, alors, il y a des sondes où on peut le régler. Il y en a où bah, on peut pas le régler, mais enfin, c'est une erreur. Hein. Normalement, ça doit être zéro. Le minimum de ce qu'on peut attendre d'une sonde différentielle. Quoi. Le fameux taux de réjection en mode commun. Donc, le taux de réjection en mode commun, on a vu que elle ne doit amplifier que la différence entre les deux entrées. Ça veut dire que si je relie les deux entrées ensemble, bah, quelle que soit la tension que je mets sur ces deux entrées par rapport à la masse, la sortie, elle doit toujours être à zéro. Et une des façons de mesurer ça, bah, c'est justement de relier les deux entrées ensemble, de mettre un générateur par rapport à la masse et de regarder en sortie si ça bouge. Normalement, ça bouge pas. Dans la réalité, ça bougera toujours un petit peu, mais le moins possible. Et en fait, ce qu'on appelle le fameux taux de réjection en mode commun, hein, en anglais le Common Mode Rejection Ratio, on retrouve ça aussi sur les amplificateurs opérationnels. Hein. De toute façon, un amplificateur opérationnel, c'est un amplificateur différentiel, mais bon, qu'il faut brider un peu parce que comme ça tout seul, il est pas exploitable. Et donc, c'est le rapport en décibels entre le signal de sortie qui doit être le plus faible possible et l'entrée. Et donc, bah, meilleur est ce taux en décibels, c'est-à-dire plus le rapport entre les deux est grand, bah, ça veut dire que meilleur est la sonde, en fait.
Ensuite, on va pouvoir mesurer sa sensibilité. Donc généralement, qu'est-ce qu'on fait? Bah pareil, on va mettre un signal entre les deux entrées de la sonde. On met la sortie de la sonde sur l'oscilloscope avec la valeur de la sensibilité maximum et on regarde quel signal minimum on va mettre à l'entrée de la sonde pour commencer à voir quelque chose sur le scope. La linéarité, hein, ça je vous montrerai justement quand je vous montrerai la sonde dans la prochaine vidéo. Si je mets un générateur triangulaire entre les deux entrées et je compare avec ce que j'ai en sortie, bah, si c'est linéaire, les deux doivent être, enfin suivre les mêmes pentes, avoir exactement la même forme. Si c'est pas le cas, bah, ça veut dire qu'il y a une distorsion en fait, et ça c'est pas très bon. Après, bien sûr, bah, comme toutes les sondes, hein, je vous avais déjà montré ça, il y a la bande passante, le déphasage, donc ça on peut le voir avec des vobulateurs. On peut regarder la réponse impulsionnelle, hein, qui est très importante, hein. Si je mets des impulsions en différentiel, bah, est-ce que l'impulsion dehors, elle est bonne? Est-ce qu'il n'y a pas de dépassement, d'oscillation parasite et tout ça? La réponse en phase, j'en ai parlé. Bon, enfin, après on peut faire aussi, bien sûr, un plein de mesures, mais d'ailleurs on les fera ensemble, hein, sur la sonde que je vais vous présenter la prochaine vidéo, et ça permettra bah, justement d'avoir une petite idée de sa qualité. Alors, en pratique, ça marche comment? Bah là, je vous ai mis une photo que j'ai trouvée sur le net d'une sonde, voilà, qui permet, là, par exemple, de mesurer la tension de sortie d'un variac. Donc, on voit que la sonde, généralement, donc, il y a une sortie qui se branche sur l'oscilloscope. Alors là, c'est pareil, enfin, il y a plusieurs sortes. Il y en a qui sont faites pour marcher sur des sorties 50 ohms, d'autres qui sont faites pour aller directement sur l'entrée 1 mégome du scope, c'est la partie, on va dire, qui est au potentiel de l'oscilloscope. Ensuite, comme je vous l'ai dit, souvent il y a une alimentation, on la voit ici, là, ici qui alimente. Et l'entrée, hein, c'est très souvent deux fils, et on voit bah, l'entrée positive et négative, hein, comme je vous l'ai montré, qui elle donc va être isolée, et que là par exemple on peut brancher directement sur un transfo 220 ou un variac ici sans problème. Donc généralement voilà, hein, c'est un modèle, c'est pas le modèle que je vais vous présenter, hein, mais c'est un modèle approchant. Elles sont toutes quand même souvent un peu pareilles. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Bah les deux entrées ici. On va retrouver éventuellement des indicateurs, des LED qui disent est-ce que c'est allumé, hein, un témoin de fonctionnement, un overload indicateur, est-ce que c'est en surcharge, éventuellement, comme on voit, vous voyez, des réglages de gain, hein, donc là qui sont pareils de l'atténuation. Hein, là on voit qu'on peut atténuer 100 jusqu'à fois 1000. Et ici, bah, après la sortie, hein, alors des fois c'est aussi un câble, et voilà, qui dit bien, là par exemple, on voit que c'est fait pour une sortie 1 mégome, et une tension max, j'arrive pas à lire, c'est 1 ou 7 volts, je sais pas, et bien sûr, si elle est alimentée, l'alimentation. Ce qui est très intéressant, et on le voit bien ici, ben on voit bien ici les limites. Hein, on voit bien que ici, là, sur cette photo, la tension différentielle ici, je vois pas bien, mais c'est de l'ordre de 1,5 ou 2 kilovolts. Enfin, on s'en fout, mais on voit bien que c'est indiqué la tension max différentielle qu'on peut mettre entre les deux. Et ici, voilà, hein, en plus ça fait les fameuses catégories, là, catégorie 3, on voit la tension max qu'on peut mettre en mode commun entre chaque entrée et la masse. Donc voilà, ça vraiment, faut pas le dépasser parce que sinon ça fait des problèmes. Alors est-ce que ça coûte cher? Est-ce qu'on peut se faire soi-même? Alors oui, les sons différentiels, c'est le problème, ça coûte la peau des fesses. Ça coûte très cher. Ça me coûte même souvent, je trouve, trop cher parce qu'il y en a des fois, je pense qu'il y a un petit peu du foutage de gueule, qu'on voit ce qu'il y a dedans et le prix que c'est vendu. Mais enfin bon, le prix du marché, c'est comme ça. Donc les bons sons différentiels, ça coûte très cher. Hein. Je dis souvent 500, c'est pas à 500 euros. Recherchez un petit peu sur le net, vous verrez que des sons pro, Tektronix, Keysight et autres, ça atteint des 2000, 3000, 4000. Enfin, c'est vraiment super cher. Mais on commence à trouver des modèles abordables. Hein. C'est justement celle que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Et quand même dans une gamme de prix, on va dire, qui est abordable par l'amateur. Alors, est-ce que c'est vraiment un truc qui est rentable? Alors bon, je veux dire, si on est professionnel ou amateur, c'est pas la même idée de la rentabilité, mais en gros, qu'est-ce qu'on veut faire? Si c'est juste pour faire une mesure et puis la laisser dans le tiroir, c'est vrai que c'est quand même un investissement pas très rentable. Par contre, si on fait souvent de la réparation, justement, de tout ce qui va être secteur, hein, surtout pour les sondes un peu, justement, haute tension, hein, c'est-à-dire, comme j'ai dit, hein, de la mise au point des onduleurs, des allumés découpage, des trucs comme ça, bah, c'est vraiment très vite quand même un super auxiliaire et c'est quand même quelque chose d'assez intéressant parce que si on utilise par exemple qu'un multimètre, bah, le multimètre c'est bien, mais enfin bon, à un moment donné,
C'est pas facile de voir avec un multimètre si il y a vraiment des oscillations sur sur l'entrée d'un transfo ou des choses comme ça. Ensuite, si on veut donc les faire soi-même, bah après ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Faire un amplificateur différentiel avec un bête ampli up genre un 741, c'est pas très dur à faire, hein, je veux dire, et ça coûte rien. Maintenant, on n'aura pas une bande passante terrible, on n'aura pas de la haute tension. Donc les faire soi-même, je dirais oui, non, c'est comme tout. C'est quelle tension on veut avoir, quelle est la bande passante, qu'est-ce qu'on veut avoir comme caractéristique, et bah, ça peut être simple ou pas, hein. Mais c'est vrai que si on veut se faire un petit modèle BF hein, pour pouvoir justement, comme j'ai montré, mesurer des trucs comme ça et en BF, avec quelques ampli hop et quelques résistances, hein, c'est très facile à faire. Si après on veut que ça réponde bien en fréquence, bah il va falloir mettre des compensations, des condensateurs, il va falloir faire des tas de trucs. Enfin bon, j'en ai fabriqué quelques-unes dans ma vie. Ça peut devenir quand même très très compliqué et nécessiter aussi des composants potentiellement. Ouh là là, 25 minutes. Oh là 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 là, c'est vraiment trop long. Enfin bon, ça me conforte dans mon idée que cette vidéo, je pouvais pas à la fois vous expliquer ce qu'est une sonde différentielle et vous faire l'unboxing et vous la présenter. Je pense que ça aurait vraiment fait trop long. Donc, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et alors Maurice, est-ce que tu as bien compris ce que c'était une sonde différentielle? Eh oui, grâce à ça, hein, bien que tu sois complètement à la masse, eh ben, on peut mesurer avec certitude qu'entre le bout de ton doigt et ton trou du cul, il y a 666 volts. Étonnant, non? Ah, c'est ça quand même. Bon, enfin donc, bah voilà pour ça. J'espère que ça vous aura intéressé. Que le grand div démonte l'isolement veille bien sur tout vos montages et à la prochaine sur ma chaîne.